Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui finir la traduction de l'Exorde du discours sur l'olivier sacré écrit par Lysias. Donc dans un premier temps, je vous lis le texte en grec, puis je vous lis ma traduction avec une bonne mise en français. Ensuite, on regardera ensemble une juxtalinéaire mot à mot, avec une traduction tout à fait littérale et très peu élégante. Et enfin, ce que nous allons faire, c'est prendre le texte grec qui est au-dessus et l'analyser, c'est-à-dire que je vais vous donner la morpho, la syntaxe, enfin bref, tout ce qui peut vous manquer. Allez, c'est parti, je vais vous lire le texte en grec. Kai dei me, perihon houtos epibebouloukos hekei, hamumin tois diagnosomenois, peritu pragmatos acousanta, kai perites patridos, kai perites ousias agonisastai. Homos de peinrasomai exarches humas didaxai. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut même que je me défende à propos d'une machination que ce type, se présentant ici, a ourdie, quoique j'en ai pris connaissance en même temps que vous qui allez trancher, pour éviter aussi bien l'exil que la confiscation. Mais cependant, je vais tenter de vous exposer les faits depuis le début. Je vais faire une toute petite remarque sur le texte grec. Il est possible que vous trouviez des textes différents dans les ouvrages que vous consulterez. Parfois, périt ou pragmatos est absent. Parfois, on a autre chose que péri, rhône ici. J'ai laissé périt ou pragmatos parce que vous pourriez tomber dessus. Donc je veux que vous soyez à l'aise quel que soit le texte que vous allez lire. Et en ce qui concerne périone, c'est le choix le plus logique, le plus rationnel que les éditeurs ont fait, là où on trouve bien d'autres choses dans certains manuscrits. Allez, c'est parti. Kai moidei. Il me faut même. Alors quand je mets entre parenthèses, ça veut dire que j'ai rajouté quelque chose. Kai moidei. Me agonisastai. Me défendre. Kai perites patridos, et au sujet de ma patrie, kai perites ousias, et au sujet de mes biens. Oui, j'ai traduit patridos par patrie. Oui, je sais, le sens est connoté différemment en français, mais là, je colle au grec strictement. Me akousasta, je répète le me qui est au-dessus. Me akousasta, quoique moi ayant entendu, peritou pragmatos, au sujet de l'affaire, ham humine, en même temps que vous, tois diagnosomenois, qui allez trancher. Littéralement, vous qui tranchant. Akusantatina, ayant entendu des choses. Peri rhône, au sujet desquelles. Houtos, celui-ci, Épibéboulekos, ayant bien machiné, Hekei est arrivé. Je vais vous expliquer tout ça très rapidement, ne vous inquiétez pas. Homosde, et cependant, Peira somai, humas didaxai, je tenterai de vous exposer, ex arches, depuis le début. Et ensuite commence ce qu'on appelle la narration, c'est-à-dire que notre orateur va nous exposer les faits. Bon, allons dans le détail du texte. J'ai, dès le début, dei, une formule impersonnelle, il faut, qui demande un infinitif. Celui-là, je l'ai repéré. Juste avant, j'ai un kai. Alors, mon kai arrive tout seul. Visiblement, il ne lie pas deux éléments entre eux. Il a donc une valeur adverbiale. C'est l'équivalent d'un adverbe. Et je peux le traduire par même ou bien par aussi. Donc là, je pourrais dire kaidei, il faut même. Généralement, on vous fait apprendre l'expression dei moi, il me faut. Et c'est très bien, c'est très bien, mais moi n'est pas toujours présent. Parfois, la personne dont il est question est exprimée dans la proposition infinitive qui suit dei, et c'est bien suffisant. C'est le cas ici. Donc, dei, comme je viens de le dire, il faut, demande en grec
Et en français, un infinitif. Il faut faire. Ou plutôt ici une proposition infinitive. Me agonisastai. Donc prenons le verbe qui est tout au bout. Là, on pourrait faire d'ailleurs une remarque de style pour ceux qui doivent faire un exposé devant leur classe. Agonisastai, c'est le verbe agonizomai, qui signifie littéralement soutenir une lutte. Vous reconnaissez peut-être le même radical que dans agone, la lutte. Et on avait vu que agone pouvait signifier aussi le procès. Et donc agonizomai peut signifier aussi soutenir un procès, mais dans le sens de se défendre. En général, dans ce sens-là, on le retrouve avec un complément à l'accusatif, diken. Agonizomai diken. C'est pas toujours le cas. Ici, par exemple, ça ne l'est pas, mais on le comprend très bien quand même. Agonizomai dans mon texte est à l'infinitif aoriste. Donc si je le mets à l'aoriste, qu'est-ce que j'ai? J'ai un augment, je vais me retrouver avec he, goni, plus le suffixe de l'aoriste, sa, plus la terminaison moyenne. He, goni, samen. Je le passe à l'infinitif, pas d'augment à l'infinitif, agonisa, plus la terminaison de l'infinitif aoriste. Agonisastai. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec un infinitif aoriste et pas un infinitif présent? À cause de la valeur aspectuelle. Ce qui compte au mode infinitif, au mode participe, et on va pas mal en reparler aujourd'hui, c'est la valeur aspectuelle. Et ici, l'aoriste me permet de prendre un point, de réduire l'action à un moment, qui peut aussi être le commencement ou la fin de quelque chose. Donc là, il va commencer à se défendre en fait. C'est ça l'idée, on est au début du procès. Je reprends, kai deime agonisastai, il faut même me agonisastai que je me défende, kai perites patridos, kai perites ousias. On a deux fois péri, on a un parallélisme déjà pour commencer, et puis péri avec un génitif qui signifie au sujet de. Donc il doit se défendre, perites patridos, littéralement au sujet de sa patrie. Au lieu de la patrie, tes, je peux opter pour le pronom possessif. Là, on peut le faire. Donc, he patridos. En fait, ce que risque notre orateur, c'est d'être condamné à l'exil. Mais pas que. Mais pas que. En vérité, ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'il est en danger de mort. Là, on est dans un cas particulier, où l'homme qui se défend se présente à l'Aréopage. Donc l'Aréopage, c'est la colline d'Athènes où siège le tribunal, et c'est aussi le tribunal d'Athènes. Quand vous vous présentez au tribunal, et que l'issue du procès sent très très mauvais pour vous, c'est-à-dire que le risque de condamnation à mort est important, eh bien vous qui êtes accusé pouvez demander d'exil. Donc c'est pour ça qu'il parle d'exil. Visiblement, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'on va le condamner à mort, on peut le condamner à mort, et que, auparavant, il pourrait demander l'exil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ce risque-là, et on a un autre risque. Il doit se défendre perites ousias au sujet de ses biens. Tes ousias, au nominatif singulier, c'est he ousia ousias. Vous avez peut-être appris ce terme dans le vocabulaire de la philosophie, ça signifie l'essence, mais ici, et le plus souvent, cela signifie les biens. Donc, que risque notre orateur? Il risque la confiscation de ses biens, qu'en fait, il va assimiler à une forme de spoliation. On va se retrouver dans une critique quand même de forme politique dans ce discours, très rapidement. J'en termine avec les deux cailles. Il donne un effet d'insistance. On peut le faire aussi en français, et au sujet de, et au sujet de. C'est quelque chose qui existe. Je ne sais pas bien pourquoi, ce n'est pas recommandé dans les bonnes traductions du grec. On a diverses manières d'exprimer cette insistance, et je crois que j'ai écrit quelque chose comme aussi bien que. On prend la suite. J'ai un autre verbe qui est ici. Il est au participe et il est à l'accusatif. Alors c'est le verbe akuo, et je vais le rapprocher d'un accusatif
Pourquoi pas d'un pronom personnel que je vais trouver en haut, mais. Alors, je vais faire un point sur le sens de akuo, sens qui dépend de ses constructions. Akuo signifie entendre, être sûr de quelque chose, hein, ou bien apprendre quelque chose, mais par oui dire. En fait, tout dépend du complément qu'il va avoir. Si j'ai une proposition après akuo, eh bien, lorsque j'ai un infinitif, cela signifie entendre dire que ceci, cela. Entendre d'après la rumeur, paraît-il. Mais si après akuo, je me retrouve avec une proposition participiale, donc un participe, ou bien une complétive introduite par roti, j'entends que, on va le traduire par apprendre que. Et apprendre quelque chose avec certitude, j'en suis sûr. Donc ça, vous le trouvez dans l'Aragon au paragraphe 305. Maintenant, si j'entends quelque chose, je me contente de mettre un nom à l'accusatif. D'accord? Je me contente d'utiliser un accusatif. Et on a un cas particulier que je vous mets, je l'ai trouvé dans la remarque de l'Aragon, paragraphe 213. Pour préciser l'endroit d'où me vient l'information, la personne d'où me vient l'information, je vais utiliser un génitif. J'entends quelque chose de quelqu'un, qui vient de quelqu'un. Bon, ça c'était pour faire une synthèse de l'emploi du verbe akuo. Là, on est dans un cas de figure qui est un petit peu différent. On a akusanta peritu pragmatos. Ah, j'ai oublié de vous dire. Alors, akuo est à l'aoriste participe. Akuo à l'aoriste donne e kusa, d'accord? Et quand je le mets au participe qui n'a jamais d'augment, j'ai akusas, akusantos, d'accord? Alors, je peux le traduire de plusieurs manières différentes. Je pourrais dire il faut même me défendre, moi qui ai appris, etc., etc. Ou bien, je pourrais dire quoique ayant entendu. Le participe a plein de valeurs différentes en grec. J'ai choisi l'équivalent d'une proposition concessive introduite par quoique. Ici, qu'est-ce qu'on a pour compléter mon verbe akuo? Eh bien, on a peri tout pragmatos. Alors, peri, vous vous rappelez qu'avec un génitif, ça signifie au sujet de. Et tout pragmatos, qu'est-ce que c'est? C'est tout pragma pragmatos, l'affaire. Alors ça peut être une affaire de manière générale, quelque chose dont on parle, une espèce d'intrigue générale, ou bien ici c'est carrément l'affaire judiciaire. Et on va le traduire avec l'expression j'ai pris connaissance, enfin au présent akuo peri tout pragmatos, ça ferait plutôt je prends connaissance de l'affaire. Alors dans le cas qui nous concerne, si on rentre vraiment dans le détail, on peut décomposer notre expression comme suit. Akuo, j'entends. Tina, des choses. Tina, c'est le pronom indéfini. Akuo tina, j'entends des choses. Je l'ai mis à l'accusatif pluriel. Peri, tout pragmatos. Au sujet de cette affaire. J'entends des choses au sujet de cette affaire avec un tina qui serait sous-entendu. Je prends le début de notre ligne. Hamumin tois diagnosomenois. Ham, en fait, c'est hama, qui régit un datif et qui a le sens de en même temps. Ici, hamumin, en même temps que vous. Humin, c'est un pronom personnel. Au datif, c'est le datif en fait de humeis. Il arrive qu'on trouve hama avec un participe. J'en vois un juste après d'ailleurs. Alors, à ce moment-là, le participe n'a pas d'article. Ici, c'est pas le cas. On a vraiment hama qui régit humin. Mais je vous le dis quand même au cas où vous le rencontrez, et vous le rencontrerez, hama avec un participe a le même sens. En même temps, il exprime la simultanéité des actions. Donc mon participe, quel est-il? Tois diagnoso me nois. C'est le verbe diagignosco, verbe de connaissance préverbé avec dia, et qui a le sens de discerner, discriminer, rendre un jugement dans le cas qui nous concerne. Ici, diagnosco, je le passe au futur. Ça nous fait diagnoso mai, et oui, le futur aime bien
la voix moyenne, et donc mon suffixe, de toute manière au futur, mon suffixe en SCO disparaît, pour commencer. Diagnosomai, voix moyenne, qui va devenir au participe futur diagnosomenos, diagnosomene, diagnosomenon. Ici, il est au datif pluriel. Donc littéralement, ça veut dire ceux qui jugeant. On peut le traduire comme ça, ceux qui jugeant, mais qu'il faudrait mettre au futur. J'ai pas d'équivalent en français. Ceux qui jugent, si vous préférez. Ici, mon participe est substantivé. D'accord? Il est substantivé. Je pourrais traduire par les juges, en même temps que vous, juges, ou bien je peux un petit peu plus coller au texte, respecter un peu cette tournure, cette petite pépite que Lysias a mis ici, et dire « vous qui allez juger ». On a fait presque toute la première partie du texte. Cette partie-là, je l'ai mise entre crochets, c'est une proposition relative. C'est celle qu'on va traduire. Perihon, hutos, epibebou, lekos, heke. Alors, dedans, on se retrouve avec un pronom relatif. Hos, he, ho. D'accord? Qui, que, dont, où, lequel. Vous allez me dire où est-ce qu'il est mon pronom relatif là-haut. Il est là. Il est là. C'est hon qui est régi par péri. D'accord? Il est au génitif, c'est l'équivalent de dont en français. Il est au génitif, précisément au génitif pluriel. Desquels, si vous préférez. Même si en français on emploie très peu desquels et on emploie dont pour le singulier comme pour le pluriel. Le restaurant dont je parle, les restaurants dont je parle aussi. Bon, peu importe. J'ai un pronom relatif, hon, au génitif pluriel, parce que juste derrière, j'ai péri. Et cet ensemble, on va le traduire de la même manière que tout à l'heure. On va dire que j'ai entendu parler, j'ai pris connaissance, Tina, de choses, péri, hon, au sujet desquelles. D'accord? Au sujet desquels, avec un tina qui est sous-entendu. Au sujet desquels. Hutos. Hutos, vous le connaissez, c'est le pronom démonstratif. Hutos, hoté, tuto. Il est employé comme Cicéron le fait avec isté en latin. Celui-ci, ce type. Parce que si je cherche un antécédent à hutos dans le texte, je ne vais pas le trouver. En fait, hutos renvoie à un référent extradiégétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'habitude, mon pronom démonstratif renvoie à un autre mot dans le texte. Donc je m'intéresse à son genre et à son nombre pour trouver cet autre nom, d'accord? Mais là, c'est pas le cas. Là, il a vraiment le sens le plus simple possible. Il désigne quelque chose qui existe à l'extérieur. Donc hutos, c'est ce type. Le type en question, c'est l'accusateur. Et l'accusateur s'appelle Nicomaque. On va le voir un petit peu plus tard. Donc j'aurai hutos, ce type. Hekei, hutos est sujet du verbe hekei qui est au présent. Et hekei, c'est heko, qui signifie être arrivé. On a un verbe comme ça en grec pour dire être arrivé. Et le plus souvent, on le traduit comme ça. Si vous ouvrez le bailli, il sera traduit de cette manière-là. Ça ne marche pas toujours très bien. Parfois, on est obligé de s'éloigner un petit peu du grec. Ici, on peut le traduire par est présent, est venu ici, pourquoi pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'emploi de ce verbe souligne le fait que l'accusateur a fait une espèce de parcours avant d'arriver ici. Et ce parcours, on va le comprendre assez rapidement. Il est un petit peu contenu dans mon participe que je trouve juste avant. Participe qui est au nominatif singulier comme hutos, comme le sujet de heke. Et puis bébou, le kos. Alors là, tout de suite, vous voyez bébou, vous voyez un redoublement ici, d'accord? Et vous voyez à la fin la terminaison du participe parfait. En fait, c'est le verbe épi, bouleo, qui a le sens de fomenter un complot, d'accord? Ou bien, de manière générale, de préparer une espèce de projet. C'est pas toujours aussi dur, aussi négatif, mais ici, ça a clairement le sens de fomenter ou redire un complot.
Épibébouleux, quand je le mets au parfait, qu'est-ce que j'ai? Je garde mon préverbe épi. J'ai un redoublement du radical, j'aurai bébou, ce qui est très mignon donc, épibébouleux, et une terminaison du parfait épibébouleux cas. Quand je le place au participe, qu'est-ce que j'obtiens? Épibébouleux cos, attention à l'accentuation, épibébouleux kotos. Ça va me donner littéralement ce type est arrivé ayant fomenté un complot. Maintenant, ce parfait, comment est-ce que je peux le traduire? Qu'est-ce que je dois penser de sa valeur aspectuelle? C'est ce qui compte en premier, on est au participe. Vous avez remarqué que dans le texte, je l'ai traduit par un temps passé, ce qu'on ne vous demande quasiment jamais de faire, en tout cas jamais quand on vous enseigne le parfait pour la première fois. Alors, on a tout à fait raison de vous dire que le parfait exprime l'état présent d'une action, ou plutôt d'un fait passé. Il faut plutôt dire d'un fait passé de manière générale. D'accord? On a raison de vous dire ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le traduire par un présent, et on peut être amené à rajouter des adverbes ou des éléments pour moduler un petit peu le sens. Aussi, on vous demandera, quand il s'agit d'un verbe de sentiment, de rajouter un adverbe d'intensité. Pourquoi? Parce que dans ce cas de figure-là, eh bien, le parfait rajoute à l'intensité du sentiment. Je mets un verbe au présent, je rajoute un adverbe d'intensité, très, vraiment, etc. Il existe un cas de figure un peu plus particulier et minoritaire qu'il faut bien apprendre un jour ou l'autre, ça peut vous arriver. Il arrive parfois qu'on traduise un verbe au parfait par un temps au passé et qu'on le traduise comme si c'était un aoriste en grec. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça exactement et pourquoi est-ce que l'auteur n'aurait pas mis un aoriste à ce moment-là? Pour une raison simple, c'est que dans ce cas de figure très précis que vous retrouverez dans l'Aragon au paragraphe 272, le parfait exprime une action passée, mais qui a un écho dans le présent. Donc ce bonhomme-là qui est arrivé ici a fomenté un complot dans son parcours qui se réalise maintenant. Mais je vais vraiment appuyer sur le fait qu'il y a pas mal travaillé dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma traduction, j'ai oublié de le dire, j'aurais peut-être dû le faire remarquer depuis le début, mais dans ma traduction avec une bonne mise en français, ce que j'ai fait, c'est que épibéboulekos, le participe grec, je l'ai traduit par un verbe conjugué en français, alors que hekei, le verbe conjugué du grec, je l'ai traduit par un participe en français. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière assez régulière quand on traduit du grec ancien. On arrive donc à la toute dernière phrase. Homos de peira somai exarches humas didaxai. Homos signifie cependant. Vous la prenez par cœur, et tout devrait bien se passer jusqu'à la fin des temps. Homos veut dire cependant. Souvent, homos est accompagné de la particule de, qui peut avoir un sens de coordination, et, donc homos de et cependant, mais qui peut aussi ajouter à l'opposition déjà exprimée par homos. Donc j'aurai à ce moment-là homos de, mais cependant, et c'est souvent comme cela qu'on le traduit. Mon verbe arrive juste après, peira somai. Qu'est-ce que c'est? C'est le verbe peirao au futur. Alors le futur préfère la voix moyenne, je ne sais toujours pas pourquoi, ça arrive souvent. Et peirao, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenter de faire quelque chose, d'accord? Dans le sens parfois d'un effort. En grec comme en français, peirao demande un infinitif. Mon infinitif, je l'ai tout à la fin, c'est didaxai. Didaxai, ce xai, ça doit tout de suite vous rappeler la désinence de l'infinitif aoriste. En fait, c'est didasco. Didasco qui signifie enseigner et qui demande, alors là, il faut faire très attention, un double accusatif. En français, j'enseigne quelque chose à quelqu'un.
En grec, j'enseigne quelque chose, quelqu'un. Bon. D'habitude, c'est comme ça qu'on l'apprend. Alors, didasco peut aussi avoir le sens d'exposer quelque chose. Mais dans le cadre d'un enseignement, on apprend des choses à quelqu'un d'autre. Ici, c'est le cas. Ici, on a un seul complément, c'est pas du tout gênant, hein, on a un seul complément à didasco qui précise les gens à qui on enseigne. Hein. Donc, je vais avoir didaxai humas, enseigner à vous. Je vais traduire par à vous, même si j'ai un accusatif en grec, on est d'accord. C'est le verbe qui demande cet accusatif. Donc, humas, c'est l'accusatif du pronom personnel de deuxième personne, humeis, vous. Je reprends, homos de, mais cependant, peirasomai, je vais tenter didaxai humas, d'enseigner, d'exposer à vous, de vous exposer, dirait-on, ex arches, depuis le début, sous-entendu l'affaire depuis le début. Ex, c'est ec devant un nom commençant par une voyelle. Ex régit un nom au génitif et a le sens de complément circonstanciel d'origine. Ici, le nom en question, c'est arches, au nominatif he, arche, arches. D'accord? Ce exarches, quand vous traduisez un discours, il faut s'attendre à le voir. Il faut garder en tête qu'on va finir par l'avoir dans une structure très similaire à ce que vous trouvez ici. C'est-à-dire que là, notre orateur déclare qu'il va passer à la narration. Il va passer à l'exposition des faits, à partir de quoi il pourra argumenter. Et l'exposition des faits en question, on va le voir dans la suite, ça va commencer par l'histoire de ce champ. Qui a été le propriétaire du terrain sur lequel se trouve l'olivier? Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que l'histoire des propriétaires est largement influencée par l'histoire d'Athènes. Ça nous dit quelque chose de l'histoire de la vie politique athénienne, en cette fin de guerre du Péloponnèse, en cette tyrannie qui l'a suivi. On le verra la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Si vous connaissez des étudiants qui veulent apprendre le grec, je vous remercierai de les ramener sur cette chaîne. J'espère que ça les aidera beaucoup. À la prochaine fois.